Bonjour à tous et merci de nous retrouver en direct pour notre rendez-vous quotidien le 18h de Télé Nantes. Ce soir, une émission tout à fait spéciale et entièrement consacrée aux élections régionales. On a décidé en effet au lendemain de ce premier tour de revenir sur les résultats, les enjeux aussi de cet entre-deux tours qui débute là, qui a débuté ce matin en réalité avant le second tour de scrutin qui aura lieu dimanche prochain. On va pouvoir revenir sur l'ensemble de ces résultats complets qui sont arrivés tardivement hier soir, mais que vous avez pu découvrir dès ce matin dans la presse et en écoutant la radio. Et ça, c'est une manière pour moi d'amener mes deux invités, puisque pour débriefer, on a invité nos confrères de la presse locale et régionale. Avec moi, Cyril Pitois, bonjour. Bonjour Cécile. Directeur départemental de Ouest France. Et Anthony Torzek, rédacteur en chef de Radio Fidélité. Bonjour Cécile. Voilà. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous étiez sur le pont hier soir. Vos médias étaient mobilisés, bien évidemment. Bien évidemment, pour avoir tous les résultats de toutes les communes dans le journal de ce matin, ça demande un petit peu de travail dans le courant de la nuit. Ben oui, de boulot, commune par commune, voilà. Et un plateau hier soir, effectivement, et les matinales ce matin. Ce matin. Vous étiez très nombreux à nous suivre à Télé Nantes avec LMTV Sarthe pour notre soirée électorale d'hier soir. Et nous vous en remercions. Alors revenons, messieurs, sur les résultats définitifs d'hier soir. Donc, pour ce premier tour, on va les voir. Ils vont s'afficher, mais vous les connaissez puisque vous les commentez sans doute depuis hier soir. Résultats régionaux qui donnent donc la liste de la droite, de l'union de la droite menée par Bruno Retailleau en tête avec un peu plus de 33% des suffrages exprimés, suivi de la liste d'union de la gauche, en tout cas d'une partie de la gauche, PS, écologiste et divers gauche, menée par Christophe Clergeau. Le Front National, en troisième position, 21,3%. Europe Écologie Les Verts, qui était parti seul et qui arrive donc avec un total de 7,8%. Et puis derrière, on voit s'afficher les différentes listes, puisqu'il y avait 10 listes. C'était beaucoup, il y en avait 8 en 2010, et là, elles étaient 10. Voilà, jusqu'à la dernière liste avec 0,2%. Et puis tout de suite, avant de vous entendre, l'abstention. On va redécouvrir le chiffre de l'abstention, 50,02%. Un électeur sur deux n'est pas venu voter. Ça vous a surpris, ce chiffre de l'abstention? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Sachant que quand même, elle était déjà très forte en 2010. C'est relativement cohérent avec ce qu'on connaît de l'abstention sur les autres scrutins, d'autant qu'on est sur une élection qui est quand même moyennement populaire, qui est un petit peu loin des gens. Ce qui est surtout à retenir là-dedans, c'est qu'un électeur sur deux, du coup, peut venir dimanche prochain et que ça constitue des réservoirs de voix considérables pour les candidats. Et ce sont des électeurs dont on ne sait pas du tout pour qui ils peuvent voter et s'ils iront voter. Et ça, c'est un des enjeux dont on reviendra dessus, d'ailleurs, important de cet entre-deux tours. Vous êtes d'accord, Anthony? Absolument, oui. C'est vraiment comment mobiliser. Je pense que les candidats vont s'y atteler. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant pour lancer notre débat. Et pour ça, on écoute Arnaud Leclerc, le politologue, qui nous propose un petit bilan, lui, en 3 points de ce premier tour. Écoutez. Il y a d'abord le fait que la régionale ne mobilise toujours pas beaucoup. Et donc, finalement, l'abstention demeure élevée. La deuxième chose, c'est qu'on savait que le rapport gauche-droite serait très lourdement modifié et qu'il y aurait un recul de la gauche, qui a été le cas. Mais finalement, ils sont au coude à coude, gauche et droite pour le second tour. Et la troisième nouveauté, est très importante aussi, c'est évidemment le fait que le Front National ait triplé son score et qu'aujourd'hui, on est dans une triangulaire. Il est là, mais il est là en même temps avec un objectif très faible, puisqu'ils l'ont dit hier soir sur le plateau, ils visent au fond 25% pour le second tour. Donc ça ne gêne pas beaucoup. Simplement, c'est une bonne nouvelle qui est lourde d'interrogations pour l'avenir, mais pour le deuxième tour lui-même, ça n'introduit pas une grande modification. Voilà ce que dit Arnaud Leclerc. Il a commencé par l'abstention. On peut peut-être préciser une chose. D'ailleurs, j'ai vu, Anthony, que vous aviez fait le même calcul que nous sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez publié ce chiffre. Si on cumule les voix de Pascal Gana pour le Front National, Christophe Clergeau pour la gauche, Bruno Retailleau pour la droite, juste le nombre de voix et qu'on le rapporte au nombre d'électeurs inscrits, il ne représente que 38% à eux trois. Seulement 38%, effectivement. Et c'est une vraie question démocratique qui est derrière cela. Quand on voit à la fois l'abstention, mais aussi, il faut les comptabiliser aussi, les votes nuls et les votes blancs. Oui. Ça correspond quand même à 4,7%. Les nuls et les blancs. Alors, c'est pas la même chose, les nuls et les blancs. C'est deux choses différentes. Oui. Mais malgré tout, alors on peut aussi se dire que certains électeurs ont fait un nul en pensant que c'était un blanc. Bon, bref, mais ce sont quand même des électeurs qui se sont déplacés pour dire quelque chose. Oui. 4,7, c'est plus que 6 listes qui sont déjà représentées au cours de ce premier tour. Ça pose vraiment la question du fossé entre les électeurs et les politiques. Ouais.
Pour être très concret, ça veut dire que l'ensemble du conseil régional sera installé en fonction des suffrages, des désirs, des souhaits exprimés par un tiers du corps électoral. Voilà, c'est vrai que ça pose question, mais ce n'est pas la première fois qu'on se pose ces questions-là, puisque vous le disiez d'ailleurs, Cyril, même aux dernières départementales, l'abstention, elle est quand même régulièrement, elle ne cesse d'augmenter en réalité, de s'installer. Oui, sauf que, j'allais dire, cette fois-ci, on a en plus le vote du Front National, qui est quand même très important. Alors, c'est la vraie question. Est-ce un vote contestataire ou est-ce un vote aujourd'hui d'idées, d'opinion ? C'est toute la question. Mais c'est quand même aujourd'hui le troisième parti qui représente à la fois aussi un certain rejet du PS et des Républicains, donc un rejet des partis qui sont aujourd'hui installés dans le paysage. Donc je pense que le fossé se creuse aussi à cause de ça. Et en fait, du coup, l'enjeu du deuxième tour, ça devient d'envoyer les anti-Front National, si on peut dire, de les renvoyer aux urnes, puisqu'on peut penser que ces gens-là, ils étaient dans un vote contestataire qui consistait à ne pas aller voter, à être dans l'abstention. Et aujourd'hui, en voyant la montée du Front National, ils peuvent être tentés de se dire, de retrouver le chemin des urnes. Voilà. Ça, ce sont des hypothèses, hein, bien sûr. On n'est pas... voilà. L'hypothèse que l'abstention, souvent, est de gauche. En fait, des déçus. C'est ce qu'on a tendance à croire. C'est ce qu'on a tendance à croire, vous faites bien de le dire. Quand on commente, mais on n'est pas derrière. Enfin, écoutez les gens autour de vous, je pense qu'on entend à la fois, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, voilà ce qu'on entend. Donc il y a aussi des déçus de la droite, on le voit bien d'ailleurs avec la ligne de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui ne plaît pas non plus à l'ensemble de la droite. Donc il y a un rejet à la fois du côté de la gauche, mais du côté de la droite. Donc on se réfugie soit aujourd'hui dans l'abstention ou le vote nul, soit dans le Front National. Juste un petit mot sur les votes blancs, vous en parliez à l'instant, Tony, vous avez raison de le dire, ce sont quand même à l'échelle de la région près de 40 000 personnes quand même, qui se sont déplacées, qui sont allées dans un bureau de vote, mais pour déposer un bulletin blanc. Donc, c'est un geste politique aussi. Hein. C'est un geste politique qui n'est pas du tout, en tout cas à chaud, jamais commenté. C'est vrai. Hein, jamais. Alors que désormais, il est bien recensé depuis les dernières départementales. Hein. Depuis les départementales, il est bien effectivement comptabilisé comme tel, comme acte citoyen de gens qui ont voté, même s'ils n'ont pas voté pour un candidat. Parce qu'avant, il était assimilé au vote nul. Voilà. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le tripartisme est acté avec ce scrutin. Alors là, au niveau national aussi, en Pays de la Loire, mais partout en France, on voit qu'on est maintenant dans un pays avec 3 forces politiques majeures. Oui, alors ça dépend un peu des modes de scrutin aussi, sans vouloir faire de l'histoire des institutions, mais il y a quand même, par rapport au départemental par exemple, il y a eu une poussée du Front National. Pour autant, ça ne se voit pas aujourd'hui dans l'Assemblée du Conseil départemental, puisque le mode de scrutin fait qu'ils ne pouvaient pas accéder, même s'ils étaient en 3e position dans la majorité dans beaucoup de cantons, enfin, ils n'ont pas pu siéger. Ils n'ont pas de siège, voilà. Alors que là, on va se retrouver véritablement avec 3 partis qui vont se partager les sièges. Ça, c'est lié au mode de scrutin par liste. Proportionnel, voilà. Qui évidemment ouvre là une brèche très nouvelle, surtout dans une région comme la nôtre qui n'était pas très habituée à ce genre de configuration. Avec au plan national, une première, vous me dites si je me trompe, mais un Front National qui arrive en tête. Au plan national, je ne me souviens pas d'une autre élection où le Front National arrive en tête. C'est inédit, effectivement. Et là, en plus, c'est mathématique. C'est pas qu'un effet de manche. Ils ont souvent dit Front National, premier parti de France. Mais là, c'est mathématique, vous avez raison. Au premier tour, c'est le cas. Oui. Sur la proportionnelle, on peut peut-être le rappeler, c'est-à-dire qu'on a une triangulaire, voilà, avec 3 candidats. La liste qui va arriver en tête dimanche prochain aura une prime et recevra 24 sièges d'emblée sur les 93 des Pays de la Loire. Et les autres seront effectivement répartis proportionnellement aux résultats obtenus. Et c'est ça qui va permettre, comme vous l'avez dit, au Front National de siéger et de participer aux décisions de manière concrète. D'une façon minime, heureusement ou pas, bon c'est à voir ça, mais je crois que pour le fait d'avoir les 25% en plus de primes, fait que le Front National aura forcément un minimum par rapport à ce qu'il devrait avoir. Et là encore se pose la question du fossé entre l'électeur et politique, parce que l'électeur du Front National vaut autant qu'un électeur socialiste ou des Républicains. Et il peut considérer qu'effectivement, là, on retire encore des voix au Front National. Ça a été le cas en 2010 pour la gauche. C'est le cas à chaque fois. La prime, elle n'est pas nouvelle, on la est prime au siège. Absolument, tout à fait. C'est pas une nouveauté. Non. Et c'est juste fait par notion de réalisme, c'est-à-dire qu'il faut que les assemblées soient gouvernables, après puissent prendre des décisions. Donc effectivement, je pense que le législateur a voulu ça pour que les choses, à un moment, deviennent claires et que la gouvernance puisse avoir lieu, quoi. Sinon, ce serait. Et c'est déjà un pas, cette proportionnelle. C'est le seul scrutin en France, je crois, où il y a de la proportionnelle, me semble-t-il.
puisqu'il n'y en a pas au départemental, il n'y en a pas au municipal, et il n'y en a pas aux législatives. Donc, aux européennes. Voilà, mais dans les collectivités locales... Est-ce à dire que la gouvernance n'aurait pas pu être possible avec un Front National forcément obligatoire dans l'exécutif? C'est une vraie question à se poser, ça. S'il n'y avait pas eu les 25%... Qui aurait gouverné avec le Front National? Il aurait fallu faire des alliances, effectivement, et on accentue dans ces cas-là le jeu politicien, les alliances de circonstances, les stratégies de réélection, etc. Je pense que c'est vraiment pas simple pour le coup. Ce que les Français d'ailleurs rejettent, j'ai l'impression. Vous disiez tout à l'heure, c'est vous Cyril, je crois qu'il disait, on ne connaît pas très très bien l'électeur du Front National, il a plusieurs visages, on le voit bien, les études le montrent. Est-ce que les médias arrivent à enquêter sur qui vote Front National aujourd'hui? Est-ce que c'est un travail que vous menez? Vous savez, il y a un gag dans les rédactions depuis quelques scrutins déjà, c'est le collègue qui, le lundi matin, se voit chargé d'aller enquêter dans telle commune rurale ou dans tel quartier défavorisé. Pourquoi on a voté Front National? Et ça devient un peu la tarte à la crème parce qu'on a du mal à cerner cet électeur. Si on prend un département comme celui de la Loire-Atlantique, on voit bien quand même que le Front National arrive en tête dans 16 communes au lendemain de ce scrutin régional. Ce sont 16 communes de moins de 3000 habitants. Donc au moins dans ce département, c'est clairement un électeur rural. Alors rural au sens où il réside dans le monde rural. Est-ce que c'est un électeur qui a dû se mettre à l'écart des agglomérations, etc. parce qu'il avait des circonstances économiques qui faisaient que? Est-ce que c'est quelqu'un d'origine rurale, etc. Là, dès qu'on veut affiner un peu ce portrait, on a du mal. Mais en tout cas, clairement, là où Pascal Gana, pour ne pas le nommer, fait des scores en Loire-Atlantique, c'est évidemment dans le secteur rural. Alors qu'on revoit d'ailleurs les résultats de la Loire-Atlantique, de ce premier tour du scrutin, et en revanche, au niveau de la Loire-Atlantique, le Front National a fait un score plus faible qu'ailleurs dans la région. Ah bah oui, et puis il faut quand même dire qu'en Loire-Atlantique, c'est Christophe Clergeau qui arrive en tête. Exactement, c'est quand même plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, ça pose encore un enjeu pour le second tour, c'est qu'on est en Loire-Atlantique dans le département le plus peuplé, donc avec le plus grand nombre d'électeurs. 36% des inscrits sont en Loire-Atlantique. Voilà. Donc une remobilisation de cet électorat pourrait faire qu'il y ait pas mal d'incertitudes dimanche prochain. Et à gauche, parce que aussi l'agglomération nantaise a voté à gauche, et l'agglomération, c'est la moitié du département. C'est quand même pas rien. Ça me permet de... Merci pour la transition, de revenir sur cette notion de coude à coude dont parlait Arnaud Leclerc tout à l'heure dans l'interview, un coude à coude entre Bruno Retailleau et Christophe Clergeau. Alors, dit comme ça, on peut se dire, dites donc, il y va un peu fort Arnaud Leclerc quand même, alors on lui a demandé de s'expliquer, regardez. C'est au coude à coude, bien sûr. D'un côté, le Parti socialiste a un score plus faible, nettement, mais en même temps, il a des alliés. Et donc, avec le cumul de ces alliés, il arrive au même stade que la liste des Républicains, qui, elle, n'a vraiment comme réserve de voix possible que Debout la France. On voit bien que d'un côté comme de l'autre, il y a eu une campagne un peu difficile à faire exister, et puis donc à la fin, les coups ont été un petit peu rudes. Et puis, on voit bien que c'est indécis. Et comme toujours, lorsqu'une campagne est très indécise, à la fin, ça tape un peu dur. Vous étiez un petit peu, pendant que vous écoutiez Arnaud, Anthony, mitigé. Je doute un peu sur les alliés du Parti socialiste, effectivement, parce que du côté des Verts, beaucoup d'électeurs, notamment des personnes que j'ai entendues autour de moi, qui me disent écoutez, moi je ne suis pas prêt à aller vers la liste de Christophe Clergeau, parce que vraiment je suis contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et donc il est hors de question pour moi d'y aller. Et puis j'entends aussi des électeurs de la gauche, du Parti communiste, voire de l'extrême gauche, dire voter pour une personne qui représente un parti qui est pour l'austérité, il est hors de question. Donc je crois que ça va pas être si simple que ça. Ou pour l'état d'urgence aussi, on l'entend. Il y a l'actualité aussi beaucoup plus fraîche. Etc. Oui. Non, mais c'est la grande capacité des politologues, comme des journalistes d'ailleurs, à manipuler les reports de voix entre les deux tours abondamment. Et en fait, on sait, voilà. C'est ce qui fait le charme aussi des scrutins, c'est qu'on a des notions très très floues sur ces reports de voix. C'est pas parce que des appareils décident et disent voilà comment il faut voter que les gens font ça. C'est quand même très très. Alors concernant très justement le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, ce qu'on peut dire, c'est à l'heure là où on vous parle, puisqu'on est en direct, les accords ne sont pas encore terminés. Ils sont en discussion depuis hier soir pour une possible fusion, puisque la liste de Sophie Bringui était en position, pouvait fusionner, sauf que ça discute âprement, et vous l'avez dit, autour de Notre-Dame-des-Landes. On va rappeler, les Verts demandent à ce qu'une étude indépendante soit faite pour le développement et l'agrandissement de l'actuel aéroport, pour éviter le transfert. Bon, ça, jusqu'à présent... C'est pour gagner du temps, c'est une pure stratégie, bien sûr. Ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que
Pour le coup, là, c'est ce que les Français n'aiment pas trop, c'est vraiment de la stratégie électorale, alors que écologistes et socialistes disent depuis le début de la campagne, on a gouverné ensemble dans cette région depuis plusieurs années. On est d'accord sur 90 ou 95% des décisions prises. Il y a un point d'achoppement, c'est Notre-Dame-des-Landes. Mais évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt, si j'ose dire. Et on imagine mal qu'un grand équipement comme celui-là, onéreux, structurant, comme disent les technocrates, ne soit pas soutenu par l'ensemble de la collectivité régionale. Je crois que de plus en plus, c'est vrai que ce problème de lisibilité déplaît aux électeurs. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends autour de moi. Comment comprendre qu'un élu qui était en combat au premier tour avec d'autres élus se retrouve ensemble pour le deuxième tour. C'est le cas pour les Verts, mais c'est le cas aussi du Parti communiste qui a dénoncé cette politique d'austérité du gouvernement et qui va se retrouver avec la liste de Christophe Clergeau qui est enclin à dire oui au gouvernement aujourd'hui. Donc ces problèmes de lisibilité... Concernant les Verts, en même temps, ils ont été clairs depuis le début. Ils ont dit depuis le début qu'ils se retrouveraient au second tour avec le Parti socialiste. Si il y a cette étude. S'il y a cette étude. Il y a eu quand même cette condition. Est-ce que cette condition sera remplie par l'un ou par l'autre? Ça sera à voir. Et quels vont être les éléments de langage utilisés? Parce que il faut qu'il y en a un, de toute façon, excusez-moi l'expression, et surtout dans la journaliste de Radio Chrétienne, mais il faudrait qu'il y en ait un qui baisse sa culotte. C'est pas très qui joli. Mange son chapeau. Qui mange son chapeau. Oui, qui mange son chapeau, c'est mieux. Le West France s'en tire beaucoup mieux que moi. Toujours est-il qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, hein, puisque c'est mardi à 18h pour déposer ces listes. La date est l'heure limite pour déposer les listes pour le second tour. Donc il va bien falloir qu'ils se mettent d'accord avant. Et c'est ce que Bruno Retailleau a beau le jeu depuis hier soir de qualifier de cuisine, de jeu politicien, etc. Évidemment, une liste unie constituée depuis le début pour franchir le premier puis le deuxième tour a une homogénéité. Sachant que Bruno Retailleau a fait la même chose avec l'UDI et le MoDem avant les élections. Avant le premier tour. Voilà, c'est de la cuisine aussi mais politique. C'est vrai que du coup, il est tranquille avec cette question. Il l'a réglée avant le premier tour. Juste dans l'interview d'Arnaud Leclerc, il y avait la question des réserves de voix à droite de Bruno Retailleau. Il en a peu puisqu'il a fait l'union avant, on vient de le dire. Reste la question de Debout la France, qui a obtenu presque 5%, me semble-t-il, de mémoire. 4%, voilà. Il n'y a pas eu de consigne de vote, de données, ni au niveau national, ni au niveau régional. Qu'est-ce qu'on sait de cet électorat de Debout la France? Va-t-il se reporter sur la liste de droite? Sur celle d'extrême droite? On ne sait pas trop, en fait. Oui. Bon, ça ne sera pas à gauche, ça serait étonnant. A priori, non, mais ça, c'était dit dès hier soir. Soit à droite ou à l'extrême droite, effectivement. Ouais. Et le Front National aussi, je crois qu'il y a probablement aussi des électeurs qui ont voulu donner un signal au premier tour, mais qui n'iront pas jusqu'au donner ce signal au deuxième tour et qui vont plutôt se diriger vers Bruno Retailleau. D'autres qui s'étaient abstenus iront. Mais bien sûr. C'est très volatile, tout ça. On voit bien que... Voilà pourquoi il y a beaucoup d'interrogations pour le deuxième tour. J'ai un point de vue un tout petit peu différent là-dessus, parce que je pense que des électeurs qui sentent que la formation qu'ils soutiennent éventuellement depuis plusieurs années, qui commence à émerger dans le paysage et à approcher des voies de gouvernance, je pense qu'au contraire, ça les ressoude et ça les remotive. Et sur les voies de Debout la France, Monsieur Retailleau a dit très tôt que, son soutien au mariage pour tous, contre le mariage pour tous, soutien à la manif pour tous. Voilà, c'est ça. L'ont très rapidement positionné dans un cercle qui est proche de ces gens-là sur un certain nombre d'idées. Donc je pense qu'il va pouvoir capitaliser. La subtilité, c'est qu'on le disait tout à l'heure, il a aussi dans sa liste des centristes, des gens qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, etc. Ouais. Donc voilà, là on est vraiment à nouveau dans le jeu politicien et ce sont des questions de choix personnels après qui vont emporter la position des uns ou des autres. Ce qui s'est passé au niveau national, les scores du Front National très très importants, qui arrivent en tête dans 6 régions, la décision du Parti Socialiste de se retirer dans 2 régions, le Nord et PACA, sachant qu'à l'Est, le président, la tête de liste a décidé, lui, de ne pas se retirer, contre l'avis de son parti. Bon, est-ce que tout ça, ça peut impacter le vote ici en Pays de la Loire? Est-ce que vous vous dites que toutes ces décisions et ces annonces nationales peuvent avoir un impact ici sur l'électorat, et notamment l'électorat de gauche, par exemple? On se pose ces questions-là ou... Vous savez, je pense qu'il y a 2 grandes catégories d'électeurs. Il y a ceux qui savent bien ce qu'est la région, ce que fait la région, comment est positionnée la politique de la région par rapport à la politique d'un département, la politique d'une commune, etc. Et puis il y a un bon nombre de gens qui voient, une majorité, on peut le dire, qui voient là-dedans un magma de strates et qui se prononcent en fonction effectivement d'une politique nationale. Donc c'est évident que ça a un impact, à mon sens. D'ailleurs, on a beaucoup dit que cette campagne régionale, c'était beaucoup nationalisé. Et puis l'actualité, évidemment, malheureusement, l'a aussi
imposé. Oui, Mais alors, on va revenir aux stratégies de campagne des uns et des autres, et notamment, on l'a vu, beaucoup entendu, la gauche a décidé de s'attaquer à Bruno Retailleau et non pas au Front National. Et le Front National a choisi aussi de partir en campagne contre Bruno Retailleau et pas contre, forcément, en tout cas de manière systématique, la gauche. Et en ce qui concerne la liste de Christophe Clergeau, ils n'ont pas raté une occasion de dire de Bruno Retailleau que justement, il flirtait avec les extrêmes. Et hier encore, c'était sur notre plateau, c'était Jacques Oxiette, l'actuel président, face à François Pinte, patron des Républicains dans le 44. C'est un peu cacophonique, hein, mais on écoute. La parole à Jacques Oxiette. Vous ne gagnerez pas la région, et donc ce sera des voix perdues qui seront perdues demain pour... On voit bien qu'il y a une certaine compétition entre le Front National et ce que moi j'appelle la droite extrême que représente Monsieur Retailleau. La campagne qui était conduite... Monsieur Oxiette, c'est scandaleux. La campagne qui était... Ça suffit. Non mais monsieur Oxiette, je ne peux pas. Je n'accepte pas. C'est insupportable. Vous êtes dans la caricature. Vous essayez de dire que monsieur... C'est insupportable. Quand on rassemble du Modem aux Républicains, on ne peut pas accepter ça. Non mais je ne peux pas parce que ça c'est vraiment dans la caricature. On a eu 9 candidats contre Bruno Retailleau dans cette première tour. Et Jacques Oxiette repart dans ses vieilles reprises que je n'avais pas l'impression d'habiter dans la même région que celle de M. Pinte ou celle de M. Retailleau. Je n'avais pas du tout l'impression d'habiter dans la même région. Concrètement, par conséquent, sur l'ensemble des sujets, le seul projet de la liste que conduit M. Retailleau, c'est la démolition de toutes les politiques qui ont été conduites depuis 12 ans. C'est de la caricature. Pourquoi vous dites ça? Je crois que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes dans la caricature. C'est grotesque. C'est tout simplement grotesque ce que vous dites. François, voilà. Bon, je ne sais pas si ça éclaire les gens, en fait, hein, ce type d'échange auquel on a beaucoup assisté dans les moments télévisuels ou audio, d'ailleurs en radio, hein, pendant la campagne. Bon, c'est un peu... Oui, Anthony. À ce propos, je voudrais... vous parler d'une rencontre que j'ai eue ce matin, mais comme d'autres journalistes, puisqu'il faisait sa conférence de presse avec Bruno Retailleau. Oui. Il faisait une conférence de presse sur Nantes, où on a évoqué justement sa communication pendant les débats. Les derniers débats qu'il a pu faire, excepté ceux d'hier soir, justement, où il y a eu un changement, il se laissait tranquillement argumenter et contredire sans apposer verbalement une opposition forte. Il ne contre-attaquait pas. Pas vraiment, c'était plutôt cool. Et là, il a changé, il le dit, hein, il l'affirme, j'ai changé de stratégie, et là maintenant, il va attaquer, bille en tête, parce que visiblement, il s'est aperçu que ça ne passait pas. Donc, je pense que les prochains débats qui auront lieu vont être beaucoup plus incisifs. Quelle stratégie pour les uns pour les autres pour faire le plein de voix d'ici dimanche? Alors pour Bruno Retailleau, on l'a bien compris depuis hier soir, parce que je me suis amusé là ce matin à regarder les débats des uns et des autres hier soir. Il n'y avait qu'une seule ligne, c'est il faut lutter contre le socialisme. Ouais. Voilà, c'était la ligne de Ils n'ont pas trop fait campagne contre un bilan. Non. Personne n'a vraiment attaqué le bilan. La campagne ne s'est pas jouée là-dessus. C'est assez difficile. Ouais. Ce sont des compétences, de toute façon, qui sont relativement figées. Avec des choix politiques, quand même, dans les choix d'investissement. Il y a 70 ou 80% du budget qui est à peu près figé aussi. Hein. Les choix politiques sont quand même que sur une partie et la droite vote avec les socialistes sur 80% des dossiers à longueur d'année. C'est de la politique, au sens... voilà. Après ça, il y a des sujets clivants comme... alors, Notre-Dame-des-Landes n'est pas clivant dans le même sens que le reste. Mais il y a des sujets comme les transports, la gratuité des transports, des choses comme ça, où là, c'est vraiment effectivement des actes politiques, le soutien à l'industrie, des choses comme ça. Mais pour une majorité, ces deux sujets, c'est quand même assez difficile d'y voir clair. Eh bien, c'est déjà fini, messieurs. Je rappelle la une de Ouest France aujourd'hui. Voilà, c'était la montée du FN et l'Ouest résiste. C'est vrai que l'Ouest résiste quand on regarde toutes les cartes par rapport... Et la Loire-Atlantique, encore mieux. Et la Loire-Atlantique, encore plus. Donc voilà. Juste un mot sur les débats, puisque vous en parliez, Anthony. Alors, il y a un débat qui sera diffusé dès demain soir à 19h20 et 22h30 sur toutes les chaînes des télés locales de la région des Pays de la Loire. Donc, nous aurons le plaisir de vous proposer entre les 3 têtes de liste. Il y en aura un aussi chez vous. Ça, ce sera jeudi. Et un autre dans une autre télé régionale avec vous, Ouest France également. Voilà, je l'ai dit, ça sera mercredi. Vous allez être envahi de débats d'entre-deux tours. Merci à vous d'être venus et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve bien sûr dimanche soir pour le second tour. Bonne soirée à vous sur Télé Nantes.